Donc là, on peut faire de la greffe. Et ensuite, ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est qu'il est possible, si on empile différents types de cellules souches sur différents types de supports, et en mettant les bons facteurs de différenciation, de construire ou de reconstruire un organe donné à peu près de n'importe quel type que l'on souhaite. Donc ici, par exemple, si on part de simples plaques de cellules souches correctement cultivées, on peut obtenir des organes plats comme la peau ou la cornée. Si on empile plusieurs niveaux de cellules, on peut obtenir donc des tissus fins comme des muscles ou des tissus cardiaques. Et on peut sinon empiler plusieurs types de cellules souches pour obtenir des organes plus complexes comme le foie ou le rein. Mais ça, donc, ça nous offre des possibilités pour la fabrication ensuite des organes supplémentaires d'un anthropomorphe, donc oreilles, queue, museau, etc. Donc on va avoir besoin de construire ex nihilo. Et c'est là justement que vient une autre technique qui est en cours de mise au point et qui est très facile. On pourrait presque la faire avec du matériel de bureau conventionnel. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la bioimpression. C'est-à-dire qu'on va utiliser des systèmes de type imprimante à jet d'encre pour déposer de manière contrôlée dans l'espace et le type de cellules souches. Donc, sur un support, on dépose des cellules souches selon un plan déterminé, avec des facteurs de différenciation. On incube le tout, et en fait, ça permet de créer couche après couche un organe ex nihilo, selon les caractéristiques qu'on aura rentrées dans le logiciel de l'imprimante. Donc c'est une bio-imprimante 3D. Voilà, oui, une bio-impression 3D, justement. Et en fait, comme indiqué ici, la plupart des modèles déjà existants sont directement dérivés des imprimantes à jet d'encre conventionnelles, parce que ce type de machine est déjà suffisamment précis pour déposer les cellules là où on veut. Bah ouais, en même temps, en fait, quand on voit la précision d'impression sur des feuilles de papier conventionnelles, c'est déjà pas mal pour obtenir la même chose. Donc ici, là, le principe, c'est qu'on fait un modèle 3D de l'organe que l'on souhaite, on remplit les cartouches de l'imprimante avec les bonnes cellules souches, et ensuite, après, on fait imprimer selon plusieurs niveaux, et le programme suit le modèle qu'on lui a indiqué, jusqu'à ce qu'on ait obtenu l'organe en entier. Ça peut prendre un certain temps, mais après, on obtiendra un organe complexe de la forme souhaitée. Donc, nous avons déjà ici donc, les différentes techniques qui vont nous être utiles pour pouvoir créer des anthropomorphes. Maintenant, on va voir comment exactement les créer et voir notamment l'état de l'art sur les capacités dont on a besoin pour pouvoir créer ces anthropomorphes, le protocole qu'on pourrait suivre pour les créer et les implications éthiques de leur création. Donc ici, pour la création d'anthropomorphes à partir d'un humain, donc comme indiqué, c'est surtout de la greffe. Donc à partir d'ingénierie tissulaire, on greffe sur un humain adulte des organes supplémentaires, griffes, queue, museau, etc., qui permettent de donner l'apparence d'un anthro d'une espèce de son choix. Donc là, en fait, c'est plutôt les changements sont principalement cosmétiques, plus des changements au niveau de certains sens, qui sont relativement faciles à faire. Donc, d'abord, commençons par le plus simple, les oreilles. Bon, je vous rassure, ce ne sera pas fait de cette manière, hein, on a quand même des techniques plus évoluées. Le principe de base, en fait, c'est qu'on prend une forme en cartilage, ou en une éponge de collagène qui aura la forme de l'oreille que l'on souhaite, on ensemence de cellules souches du patient, et on met juste des facteurs de différenciation pour obtenir de la peau. Donc on aura à la fin une oreille qui aura la même forme que le support qu'on aura utilisé. Comme on utilise les cellules souches du patient, il n'y a pas de point de rochet, donc c'est relativement simple. Après, si on fait juste cette méthode, on va obtenir des oreilles qui seront aussi immobiles que les oreilles humaines. Ce qui peut un peu poser problème si on veut pleinement exploiter l'augmentation sensorielle qu'on va utiliser plus loin. Donc il faut, si nécessaire, pouvoir fabriquer une oreille qui comporte également des muscles et des nerfs supplémentaires qui pourront être branchés au niveau du côté du visage pour pouvoir modifier ensuite l'orientation des oreilles de manière indépendante, donc avec un peu une petite rééducation là-dessus. Donc après, il y a aussi le problème que généralement sur un humain anthropomorphe, les oreilles sont situées plus haut sur le crâne, ce qui pose problème pour pouvoir relier correctement le conduit auditif au pavillon des nouvelles oreilles. Donc là aussi, il y aura probablement une petite opération à réaliser pour avoir un conduit auditif artificiel placé sous la peau qui puisse en fait remonter jusqu'au pavillon des nouvelles oreilles
pour obtenir un son de bonne qualité et exploiter correctement les résultats. Donc après, il reste le deuxième grosse partie, c'est la queue. Là, c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'une queue, notamment ici une queue de chien, elle comporte 5 à 26 vertèbres avec 5-7 paires de nerfs qui permettent de commander autant de muscles, donc pour pouvoir effectuer tous les mouvements de la queue nécessaires, donc à la fois horizontalement, verticalement, etc. Donc c'est une structure qui est franchement complexe à expliquer. Après, il y a quand même une chose, c'est qu'on sait où est-ce qu'on va pouvoir la placer sur un corps humain, parce qu'on a, nous, des restes de queue, de primates, en fait. Tout ce qui est au niveau d'ici du sacrum et du coccyx. Ce sont en fait des vertèbres caudales, 4-5 vertèbres caudales qui sont soudées les unes aux autres. Donc en fait, on pourra, si l'on veut greffer une queue artificielle sur un humain, le plus simple, ce sera de la greffer à la place du coccyx, ici. Donc en fait, elle sera dans l'axe, elle sortira juste au-dessus des fesses. Donc après, ça demandera quelques modifications des pantalons et autres, mais bon, ça c'est pas. Et il faudra penser aussi au niveau de l'ancrage des muscles nécessaires pour pouvoir obtenir des mouvements correspondants. Ici, on a ici une illustration justement de ces ancrages, c'est-à-dire qu'on a besoin d'ancrage des muscles donc vers les fessiers, donc également des connexions au niveau des fessiers, au niveau des lombaires, de manière à pouvoir obtenir des effets de levier vers le haut, vers les côtés, qui vont modifier légèrement l'apparence de l'arrière du dos. Donc notamment au niveau rendre les muscles fessiers plus triangulaires. Parce que justement l'absence de queue fait qu'on a des muscles qui sont plus orientés vers le bas, vers les jambes, plutôt que vers la queue. Donc pour créer cette queue, là, ça va être un assemblage justement de supports creux qui vont être imprégnés de cellules souches. Donc ce qu'on va avoir, c'est au moins 3 types de supports. Pour les os, on va utiliser du corail artificiel qui pourra être même créé par impression 3D pour avoir la bonne forme de chaque vertèbre. Donc imprégné avec des facteurs de croissance spécifiques, donc pour que les cellules souches se transforment en cellules osseuses et remplacent en fait le corail artificiel. Pour les muscles, donc la méthode c'est d'utiliser des tubes en gélatine qui sont remplis d'un milieu de croissance, des cellules souches et de facteurs de différenciation pour obtenir des cellules musculaires. Et là en fait, après pour obtenir un muscle efficace, on va prendre ces tubes en gélatine et exercer périodiquement des contraintes mécaniques dessus dans la direction où en fait on veut orienter les cellules musculaires pour obtenir un muscle qui se contracte bien dans cette direction-là. Donc parce que en fait, lorsqu'on effectue ces modifications, les cellules vont sentir justement les contraintes mécaniques exercées et vont s'orienter dans cette direction. Donc comme ça, on obtient un muscle qui va se contracter normalement. Et après, il faut innerver ces muscles pour qu'ils puissent se contracter correctement. Et là, ce qu'on peut utiliser, c'est des microconduits en silicone, comme c'est les cellules souches en question, plus des facteurs de régénération axonale, donc qui permettent d'abord de transformer les cellules souches en cellules nerveuses, et aussi, en fait, lorsqu'on raccordera ces microconduits sur des nerfs déjà existants, que les axones coupés donc, au niveau de la jonction repoussent vers l'intérieur du microconduit, donc pour connecter les anciens nerfs aux nouveaux nerfs, et obtenir comme ça donc un système nerveux fonctionnel. Encore faut-il qu'il y ait une aire cérébrale capable de le gérer. La plasticité cérébrale justement permettra a priori de faire au moins les choses de manière basique, parce qu'on a quand même déjà des muscles existants au niveau du bas du dos, même s'ils ne servent pas de manière forcément individuelle, mais avec une bonne rééducation, on peut assigner les différents, en fait, au lieu d'actionner ces muscles-là en particulier, en fait, on va faire s'actionner les muscles de la queue à la place. Donc, pour pouvoir obtenir les... Donc, ces techniques de création de tissus complexes par empilement de supports différents a déjà été réalisée. Donc, notamment ici on a une peau artificielle en coupe, donc qui est réalisée avec plusieurs épaisseurs de cellules souches avec les bons facteurs de différenciation. Ici en bleu, vous avez un marqueur des noyaux des cellules.
Donc vous voyez qu'elles sont bien unies, on a bien un placement uniforme. En rouge, vous avez ici les restes de collagène, donc qui définissent notamment la frontière entre l'épiderme et le derme. Et enfin, en vert, vous avez des facteurs particuliers à l'épiderme qui montrent bien qu'ici on a reconstitué une peau qui comporte tous les niveaux, donc épiderme, derme, etc. Tous les niveaux nécessaires d'une peau normale. Donc, ce qui peut être utile pour fabriquer de la peau artificielle pour des grands brûlés, donc qui soit compatible et qui soit aussi bonne que la peau originale. Après, c'est vrai que ça reste quand même quelque chose de très complexe. Parce qu'on a quand même plusieurs types de tissus à avancer correctement ensemble et qu'il faut faire fonctionner convenablement. Donc, dans un premier temps, pour les premiers prototypes ou pour au démarrage, on pourra utiliser une alternative biomécanique. Ici, on a deux éléments principaux. Tout d'abord, pour les muscles, donc une équipe de l'Université du Texas en 2009 a fabriqué des muscles électriques en nanotubes qui utilisent des nanotubes de carbone. Donc le principe en fait c'est qu'on a un faisceau de nanotubes qui est emprisonné dans un gel, dans un aérogène. Lorsqu'on met une tension électrique sur ces nanotubes, ils vont se charger chacun de la même manière, et comme deux objets chargés du même signe s'opposent, ils vont se repousser. Comme on voit ici, on a ici non chargé. Ici, en fait, il est chargé, le muscle en fait s'élargit. Et comme il s'élargit, il se contracte dans l'autre direction. Et la contraction est assez faible, seulement à peu près 2% de la longueur initiale, mais la force développée par unité de surface est à peu près 30 fois supérieure à celle d'un muscle organique. Donc en fait, si on utilise ces muscles électriques, on aura besoin de très fins faisceaux de muscles pour obtenir la puissance musculaire nécessaire pour la queue. Sinon, ça peut être utile pour la création de cyborgs. Oui, aussi, c'est aussi possible. Après, parce que ces muscles-là fonctionnent en fait sans trop de déperdition de chaleur. Donc, les aussi que les os supportent la force du muscle. Oui, ça c'est aussi une chose. On ne peut pas créer un cyborg qui puisse soulever 50 kg d'une main si on ne renforce pas tous les autres os, parce que sinon ça va casser quand il essaiera. Donc ça c'est aussi un point. D'ailleurs, justement, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, c'est que la résistance mécanique de ces muscles dans la direction de sollicitation est à peu près équivalente à celle de l'acier. Donc beaucoup plus que le muscle ordinaire. Donc il faut faire attention justement à ce que ça n'arrache pas les tendons lors de l'utilisation. Donc c'est quelque chose à faire.